Ça y est, 15h02. Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire. Logiquement, nous devrions avoir des gens aujourd'hui, bien entendu, de la France, mais aussi de la Belgique et même du Canada. Donc, je fais un petit clin d'œil aussi aux Canadiens parmi nous. Notre webinaire s'intitule « Le cerveau, cet organe précieux d'adaptation ». Alors, concernant ce webinaire, quelques petites règles du jeu. On a à la technique 3 personnes de chez Bacquier. On a Annick, notre personne marketing, qui fait vraiment la technique, qui fait la bascule d'écran. On a Benoît, notre commercial du sud de la France, qui lui répondra à toutes vos questions via le chat, parce que malheureusement, on n'aura pas l'opportunité de vous activer vos micros. Donc n'hésitez pas à nous faire partager vos questions, voire vos réflexions dans le chat. Et puis nous avons aussi parmi nous notre responsable Belgique, qui est Jeroen. Donc pour tous nos participants belges, n'hésitez pas non plus après la présentation de vous rapprocher de Jeroen. Il sera un plaisir de discuter plus amplement avec vous du sujet d'aujourd'hui. Concernant les personnes qui ne connaissent pas Bakker-Elkhuizen, donc on le prononce à la hollandaise Bakker-Elkhuizen, mais pour les Français et les Canadiens, on le francise un petit peu, c'est-à-dire on en fait Bakker-Elkhuizen. Bakker-Elkhuizen est une société fabricant en accessoires ergonomiques. Ça fait 25 ans qu'ils font ça. Et quand on parle d'accessoires ergonomiques, on parle plus précisément d'accessoires ergonomiques pour les gens qui travaillent sur un ordinateur, donc sur un poste de travail qui est muni d'un ordinateur. Ils font ça donc depuis 25 ans. Ils se spécialisent uniquement là-dedans, exclusivement là-dedans. Et on est plus ou moins actif dans plus de 20 pays à travers le monde. Donc on est autant présent aux États-Unis qu'en Australie, que beaucoup de pays européens. La Scandinavie fait partie de nos clients. Donc voilà, et avant de vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui, qui est monsieur Pierre Morkens, et qui nous fera l'honneur de parler donc concernant ce cerveau, ce fabuleux outil qu'on a à notre disposition, je voulais un petit peu expliquer comment on est arrivé à l'idée de parler un petit peu du cerveau, alors que nous, entre l'ergonomie et le cerveau, qu'est-ce qu'on pourrait y avoir comme lien? Donc en fait, c'est parti du fait que le virus nous a tous impactés, qu'on a dû tous se confiner à un certain moment, et que donc on a été amené à devoir faire, même si on aime ça ou on l'aime pas, on a dû faire du télétravail. Et qu'en fonction des pays dans lesquels on a été forcé à faire du télétravail, on a retrouvé plusieurs réactions différentes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont adoré ça, même en France. En France, les articles de presse qui sont parus ont démontré qu'entre 84, 85, 86%, ça dépendait des sources et ça dépendait des journaux, mais que 84, 85, 86% des gens qui ont dû faire du télétravail souhaitaient continuer d'une façon ou d'une autre le télétravail après le confinement. Donc ça pourrait être 1 jour par semaine, comme 3 jours par semaine, comme du télétravail à temps plein. Mais donc en tous les cas, il y avait beaucoup de personnes qui étaient pros, mais il y a quand même encore des gens qui se sont dit « Ah non, moi le télétravail, je peux pas ». Et donc ça nous a un petit peu questionné. On s'est dit comment se fait-il que les réactions sont tellement différentes et qu'il y a des gens qui sont très pros et des gens qui sont très contre. Et donc on s'est dit qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Comment se fait-il qu'on peut avoir des réactions tellement diverses pour le même fait pour plusieurs personnes? Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à se dire, notre cerveau, il doit pas fonctionner pour tout le monde de la même façon. Et on est arrivé chez les spécialistes des neurosciences, qui sont l'Institut de neurocognitivisme, dont Pierre est le président fondateur. Et donc, on s'est dit, on va essayer de créer un pont, créer des liens entre ce que Pierre a à nous raconter et ce que le télétravail peut trouver comme solution afin de mieux comprendre ce qui s'est passé pendant ce confinement. Donc voilà, il me reste aujourd'hui à vous présenter donc monsieur Pierre Morkens, qui me fait l'honneur d'être là. Honnêtement, je suis très content de pouvoir l'accueillir. Pour les personnes qui ne connaissent pas Pierre, Pierre est tout d'abord un entrepreneur. Il a créé plus ou moins 15 entreprises dans sa vie, dont la reprise du site Renault en Belgique à Vilvoorde, qui lui a fait amener à devoir recruter plus de 100 personnes, voire des centaines de personnes en moins de 3 ans, en moins de 32 mois même, je crois, pour être précis. Donc Pierre, qui est donc le président fondateur de l'Institut de neurocognitivisme, et Pierre, qui est un grand conférencier qui, avant le Covid, faisait plus ou moins 130 conférences par an. Et donc, je vous dis encore une fois, qui aujourd'hui nous fait l'honneur de venir parler de ce cerveau ici parmi nous. Donc, Pierre, je te donne la parole et honnêtement, je dis déjà à tout le monde, c'est hyper intéressant. Donc, ouvrez bien les yeux et ouvrez bien les oreilles.
Merci Tanguy. C'est vraiment un plaisir pour moi de collaborer à cette journée ou ce webinaire pour transmettre quelques connaissances de base nécessaires pour chacun. Vous allez voir, je ne vais pas utiliser des mots complexes. Un enfant de 15 ans me comprend et donc ce que je vais vous faire découvrir en fait, c'est en partie les recherches, 30 ans de recherche que j'ai essentiellement financées en grande partie par le docteur Jacques Fradin et son équipe de recherche, recherche appliquée, recherche fondamentale, recherche clinique. Et en quelques mots, je vais vous en donner des éléments. Mais en même temps, je vais vous faire quelques exercices pour que vous puissiez vous approprier ces connaissances de façon très simple et ludique. Un petit mot sur notre identité. Donc, en effet, 30 ans de recherche, approche scientifique, transdisciplinaire, donc les neurosciences, bien sûr, la neurobiologie, la neuropsychologie, l'éthologie, les sciences humaines. Toutes ces sciences ont permis, avec différents chercheurs, de constituer l'approche neurocognitive et comportementale que nous allons découvrir ensemble. Ça apporte des applications excessivement pratiques et vous allez le découvrir. Mais avant ça, peut-être comprendre mieux dans quel monde vivons-nous. Et le Covid a réveillé un peu cette réalité. Nous vivons dans un monde de plus en plus VUCA, comme on dit, ou VUCA en anglais, un volatile, incertain, complexe et ambigu. Alors, la complexité, je m'arrête juste un petit peu sur ce mot. Il faut savoir, on ignore cela, que les connaissances mondiales se multiplient aujourd'hui tous les 7 ans par 2. Donc, ça veut dire que cette année, la connaissance mondiale sur le monde se multiplie par 2. Donc, imaginez la vie de vos petits-enfants dans 28 ans. Ça devient à peu près 16 fois plus complexe qu'aujourd'hui. Donc, il est nécessaire aujourd'hui de comprendre comment notre cerveau fonctionne parce qu'en fait, il est une ressource colossale pour pouvoir s'adapter à la nouveauté et créer, innover en fonction d'un monde plus juste, un monde de paix, un monde d'intelligence. Et c'est pour ça que la complexité est un des éléments que nous allons découvrir et comment la gérer. Cette complexité entraîne un deuxième grand élément dans notre époque actuelle, c'est plus il y a de complexité, plus on est interdépendant, c'est-à-dire qu'on dépend les uns des autres, et plus le monde est complexe, moins on en connaît sur l'ensemble, donc on doit pouvoir travailler en équipe, en collaboration, en intelligence collective. Tout ça sont des mots qui aujourd'hui apparaissent dans nos entreprises, dans nos organisations, et c'est important parce que pour y arriver, eh bien, il faut précisément comprendre l'autre et se connaître soi. Et c'est là que la connaissance de soi est indispensable et le cerveau nous donne pas mal de réponses à cela. Et troisième élément qui vient encore complexifier la chose, mais en même temps l'enrichir, c'est que plus le monde est complexe et interdépendant, on sait aussi qu'aujourd'hui, chacun a envie de s'individualiser, en fait de donner du sens à sa vie. Dans les entreprises, on l'entend, il faut donner du sens pour recruter les bonnes personnes, pour les attirer, pour en même temps leur donner ce besoin de grandir. Grandir, oui. Voilà le mot qui aujourd'hui est sur toutes les bouches pour ceux qui veulent vraiment se développer. Et donc, dans ce monde complexe, interdépendant et où l'individualisation devient importante, il est très important de comprendre comment fonctionne notre cerveau. C'est quoi un cerveau ? 350 grammes chez l'enfant, à peu près 1400 grammes chez l'adulte. Et ce cerveau contient, écoutez-moi bien, à peu près 100 milliards de neurones. Et chaque neurone est relié à 10 000 autres neurones. Donc, nous avons grosso modo 1 million de milliards de connexions dans notre cerveau. Imaginez cette complexité. Eh bien, aujourd'hui, on peut commencer à dévoiler les secrets de tout cela sur le plan comportemental. Ça a été nos travaux pendant 30 ans. Et donc, vous voyez là sur l'image, à peu près 4 boules de couleur. Bien sûr, c'est de façon didactique, c'est pour présenter combien l'ensemble des décisions que nous prenons, on en prend grosso modo 5 à 6 000 par jour. La plupart sont des décisions simples. Lorsqu'on conduit, on s'arrête au feu rouge, on démarre au feu vert, ok. Mais
Ces 4 boules de couleur représentent 4 gouvernances. Donc, ces 5 à 6 000 décisions se prennent à travers une de ces gouvernances et ça change d'une seconde à l'autre en fonction des situations qui se présentent. Alors, je vais essentiellement parler de 3 gouvernances qui vont nous intéresser aujourd'hui. La gouvernance instinctive, la gouvernance émotionnelle et la gouvernance adaptative. Alors, à quoi servent-elles? La gouvernance instinctive, tout le monde en a entendu parler. C'est ce qu'on appelle, disons, dans le langage courant, le reptilien. Il a deux fonctions de base. Il a comme fonction de base assurer les instincts de vie. C'est lui qui vous rappelle qu'il faut boire, manger, dormir. C'est aussi le rappel de la multiplication de la vie, copuler, etc. Ça fait partie des instincts naturels et instinctif de l'humain. Mais il a une deuxième fonction qui est intéressante et qu'on va redécouvrir tout à l'heure, c'est les instincts de survie. Cette partie du cerveau perçoit immédiatement tous les dangers physiologiques qui pourraient atteindre notre vie et qui, en fait, engendrent 3 stratégies pour sauver sa peau, c'est la fuite, la lutte ou l'inhibition. On y revient, ce sont les travaux d'Henri Laborie. Deuxième gouvernance émotionnelle, sur laquelle on reviendra aussi, c'est le mode limbique. C'est donc, qui prend une grande partie du cerveau, c'est ce disque dur qui va stocker de plus en plus au fil de nos années, nos savoirs, nos connaissances, nos compétences. C'est là aussi que s'installent nos émotions, nos vécus, nos motivations. Donc, c'est un ensemble de repères que nous connaissons, nous développons au fil de la vie, et qui va nous permettre d'être la source de beaucoup de décisions rapides, efficaces, puisqu'elles forment le disque dur de nos connaissances et de nos savoirs. Le seul problème, c'est que là aussi, on stocke des croyances, des préjugés, des rigidités, toutes sortes d'éléments qui vont perturber certaines de nos décisions, et on va voir pourquoi et comment tout à l'heure. Et troisième partie importante, la gouvernance adaptative, l'avant du cerveau, qui est petit à la naissance, mais qui est déjà là, réel, qui va se développer biologiquement jusqu'à l'âge de 25 ans, mais ne tardera pas à grandir et en tout cas à se développer jusqu'à 120 ans, puisque nous sommes des êtres qui se transformons tous les jours grâce à la neuroplasticité du cerveau. Cette partie-là du cerveau, c'est celle qui nous permet de penser out of the box, de réfléchir, d'anticiper. C'est aussi la partie de la spiritualité, non plus des croyances. En fait, c'est une richesse extraordinaire dont l'humain est doté. Et on va voir à quoi il sert maintenant. Alors, avant de vous faire découvrir la grande différence qu'il y a entre l'avant et l'arrière, l'arrière étant ce que nous appelons, nous avons dit pour être simple, le mode mental automatique, ce sont nos automatismes, c'est l'aspect créature en nous, nos automatismes, nos programmes, nos connaissances, nos savoirs, que les animaux partagent aussi, mais bien sûr à d'autres niveaux. Et l'avant, qui est beaucoup plus un mode mental adaptatif. Il est créatif, il s'adapte, il apprend. Lorsqu'un enfant ou nous-mêmes nous apprenons quelque chose de neuf, ça passe toujours par l'avant du cerveau, et au fur et à mesure que nous développons notre aisance dans cette pratique, ça finit par s'installer de façon automatique en nous, et on n'a plus besoin de réfléchir pour faire la chose. Donc, c'est le cerveau de l'apprentissage, de la découverte, de la curiosité. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Mais tous les jours, nous passons de l'un à l'autre des centaines de fois, des milliers de fois sans s'en rendre compte. Et une petite question quand même, un petit exercice pour s'amuser, c'est savoir qu'il y a des fois où on ne bascule pas. On ne fait pas cette bascule parce qu'on a de telles habitudes qu'au fond, on réagit de façon très automatique. Et le petit exercice que je vous montre, vous avez 3 secondes pour vous donner la réponse. Voilà, que diriez-vous spontanément à cet enfant, il a 6 ans, qui apprend à compter. Et il vient chez vous tout fier avec une feuille et 4 opérations mathématiques. Que lui dites-vous en voyant cela? Alors, la réponse, bien sûr, très souvent on dit « mais il y a une erreur ».
Et pourtant, si vous dites à l'enfant, il y a 3 bonnes réponses, ça change totalement sa façon de voir les choses. Dans son cerveau, il y a une autre motivation qui va s'opérer, c'est qu'il va chercher avec passion la 4e réponse et essayer de se corriger. Donc, vous lui donnez la stimulation, la motivation, parce qu'il a déjà 3 bonnes réponses, alors que très souvent on dit « mais il y a une erreur, il y a une faute là-bas ». Vous me direz, c'est culturel, peut-être, mais avant tout, voyons-le sur le plan neurobiologique. Je vous ai dit tout à l'heure avec la fameuse boule rouge, le reptilien, il a cette capacité de voir instantanément l'erreur, ce qui ne va pas. Et donc il va voir l'erreur, et lorsqu'on dit à l'enfant « mais il y a une faute, une erreur », qu'est-ce qu'on a fait? On est resté à l'arrière du cerveau, au lieu de basculer vers l'avant, c'est-à-dire pour faire grandir l'enfant et non pas simplement dire ce qu'on a déjà, ce qu'on connaît déjà. Donc c'est là tout le changement. Et donc dans un monde où tout change tous les jours, il est important de développer cette capacité à faire la bascule mentale. Et c'est ce qu'on va découvrir dans le slide qui va suivre, qui va prendre quelques minutes parce qu'il est très important et vous le recevrez de toute façon à partir du PDF pour ceux qui se sont inscrits. Alors, les clés de l'intelligence adaptative, c'est quoi? L'intelligence adaptative, c'est l'avant du cerveau, alors que l'arrière du cerveau, c'est plutôt l'intelligence acquise. C'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on sait, c'est ce qui est connu, maîtrisé, où on est très à l'aise pour donner des réponses, pour être rapide et efficient. Et cette partie du cerveau, elle cède de 6 dimensions particulières qui lui permettent d'être rapide et efficace. L'arrière du cerveau, il adore la routine et les habitudes, et tant mieux. Face à un feu rouge, face à plein de circonstances, nous avons acquis des connaissances qui nous permettent d'être rapides, routiniers, sans devoir chaque fois réfléchir aux choses. Donc c'est un atout énorme. Il est aussi très persévérant et même parfois rigide. Face à un feu rouge, il vaut mieux être rigide que de se poser des questions. Donc ça a toutes sortes de qualités, on va voir après que ça a ses limites. Il est du type très simplificateur. Vous savez, c'est dichotomique. C'est bien ou c'est mal, c'est noir ou c'est blanc, c'est rouge ou vert. Donc, cette simplification permet également de prendre des décisions très rapides. Il a des certitudes. Ah ben oui, puisque c'est notre connaissance, c'est nos apprentissages. Donc, on a appris des choses, on en est certain. Et il se nourrit par l'empirisme, ou si vous voulez, par l'expérience. Plus on a d'expérience dans un domaine, plus on a d'aisance à pouvoir reproduire la chose, à avoir des réponses immédiates et rapides. Et 6e élément, un petit peu différent, il est sensible à l'image sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette partie du cerveau va souvent prendre des décisions en fonction du regard des autres. En fonction du regard des autres, on va prendre des décisions pour être accepté dans le clan, dans la famille, pour faire partie des amis, etc. Et parfois, ça peut nous jouer de vilains tours parce qu'on a une autre idée, mais on n'ose pas trop l'affirmer. En un mot, l'intelligence acquise a plein d'atouts. Toutefois, dans un monde de plus en plus complexe, où toutes les choses changent, évoluent, il est très important de développer dès la petite enfance, cette intelligence adaptative, notre mode mental adaptatif, qui lui, en fait, est tout au contraire de l'autre. Il adore l'inconnu, il adore la non-maîtrise. Il y a des passions qui vous amènent à vouloir tout le temps apprendre à découvrir, que ce soit dans un sport, dans un métier, à découvrir de nouvelles choses. On est tous fabriqués ainsi. Donc, la notion d'inconnu et de non maîtrisé ne peut être abordée que par l'intelligence adaptative. Et que voit-on? Comment fonctionne-t-elle, cette intelligence? Eh bien, elle a aussi 6 dimensions. 6 dimensions qui sont complètement à l'opposé du mode automatique, mais complémentaires. Ce n'est pas l'un qui est bon et l'autre qui est mauvais. Tout dépend de la situation. Alors, face à la routine, qu'est-ce qu'on voit en face? La curiosité. On voit la curiosité, on va y revenir, l'acceptation, la nuance, la relativité. Ce sont des mots qui sont à l'opposé de ceux d'en face, mais qui ont chacun leur puissance
pour pouvoir s'adapter à des nouvelles situations. Alors, si on prend les enfants, puisque je suis sûr que parmi ceux qui m'écoutent, ils ont des enfants. Et lorsqu'un enfant naît, il est évident que jusqu'à un certain âge, eh bien, il n'a pas trop la notion de la nuance, de la relativité, de la réflexion, tout ça. C'est encore à découvrir, ça fait partie de sa formation. Par contre, un enfant est curieux, bien plus curieux que nous, c'est ce qui l'anime profondément. Un enfant a une curiosité insatiable, il découvre, il apprend, il regarde, et au fur et à mesure, il a un besoin d'apprendre et de découvrir. Et c'est cette curiosité qui est un élément fondamental pour précisément, face à la nouveauté, pouvoir découvrir, comprendre et s'adapter intelligemment à un monde qui petit à petit change régulièrement. Et ça, c'est la curiosité. Ensuite, se développe au fil de notre existence et aussi au fil de notre curiosité, de notre ouverture d'esprit, la notion de l'acceptation, la souplesse. Elle est en l'encontre même de la rigidité. Il est évident que nous sommes tous placés devant des situations où parfois, la situation nous dérange. Ok. Est-ce que lorsque une situation nous dérange et qu'on va se mettre à l'encontre de ça, est-ce que pour autant on va garder cette intelligence d'adaptabilité pour pouvoir gérer la situation? Non. Accepter, ce n'est pas simplement dire « bon voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement ». Non, accepter, c'est se rendre compte que l'autre est différent. La situation n'est pas celle que je préfère, mais elle est la réalité. Et fermer les yeux face à ça, c'est ne pas la gérer. Donc, on va voir que la curiosité et l'acceptation vont être en fait la façon d'ouvrir l'esprit. C'est ce que moi j'appellerais l'input. L'input, c'est face à une situation nouvelle, commençons par être curieux, posons des questions, acceptons que c'est ce qui est la réalité devant nous. Et lorsqu'on est dans cet état d'esprit, on devient très serein. On crée de la sérénité en nous. Et cette sérénité va permettre le traitement de l'information. C'est là qu'on passe à la nuance. Est-ce que c'est bien ou mal? Est-ce qu'il n'y a pas des avantages derrière quelque chose qui nous apparaît comme étant farfelu ou pas au bon endroit? Parfois, en nuançant les choses, eh bien, on parvient à prendre aussi du recul, de la relativité. C'est pour ça que ce traitement de l'information ne peut se faire intelligemment que si au départ on est curieux, on accepte. Et c'est là que cette sérénité devient de plus en plus importante. Elle devient même une substance qui nous nourrit et va permettre l'output, c'est-à-dire la réflexion, l'intuition. Lorsqu'on est devant des choses, des événements, des situations difficiles, nouvelles, eh bien notre réflexion doit être activée par l'ensemble de ces 4 dimensions dont je viens de parler. C'est là aussi que l'intuition va devenir intéressante. Vous savez, je donne beaucoup de conférences pour des grands chefs d'entreprise et je reviens à la relativité. Souvent, je leur dis, écoutez, lorsque vous avez des grandes décisions à prendre, mais ça compte pour tout le monde, lorsque vous avez des grandes décisions à prendre, acceptez de laisser passer une nuit avant de donner la réponse, car tous, ceux qui m'écoutent et tout le monde, dans sa vie, a déjà fait plusieurs fois l'expérience, lorsqu'il y a un problème qui n'a pas résolu et qu'il va s'endormir de façon sereine, le lendemain matin, il se réveille avec une idée, avec peut-être une solution. Eh bien, ça, c'est l'intuition. Ça, c'est la force du cortex préfrontal qui, la nuit, ne dort pas, mais continue à bosser, à revoir les événements, à restructurer le cerveau. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité du cerveau, qui aujourd'hui a été découvert depuis une petite vingtaine d'années, mais qui est très important à comprendre parce que notre cerveau, il évolue tous les jours. Et ce faisant, on arrive à la 6e dimension. Lorsqu'on est serein face à la complexité, eh bien, il y a une forme d'individualisation, c'est-à-dire qu'on peut prendre des décisions personnelles
qui répondront non pas à l'image qu'on veut se donner, mais à une réalité qu'on aura savourée et comprise. Et en faisant tout ça, eh bien, on fait des bascules mentales. Alors, avant d'arriver aux exercices et à comprendre ce qui se passe là derrière, revenons aux 4 mots que je vous ai dit tout à l'heure. Le monde est de plus en plus complexe. Ok, c'est une réalité. Si face à la complexité, on veut toujours en rester aux routines, aux habitudes, eh bien, il va se passer quelque chose, c'est qu'on va se mettre à l'encontre même de la réalité. Et là, le cerveau arrière va s'affoler. Et lorsqu'il s'affole, ça engendre du stress. Voilà. Le stress est en fait quoi? Mais c'est le mécanisme qui s'installe dans notre cerveau dès l'instant où l'arrière du cerveau s'affole parce qu'il n'a pas la solution face à la complexité. Il ne peut pas le revenir à une routine, donc ça le dérange. Alors que si face à la complexité vous êtes curieux, tiens, je me pose des questions, je vais essayer de comprendre, ça va apaiser le cerveau. Et cet apaisement engendre de la sérénité. Ah, tiens, c'est la même chose pour la volatilité. Le monde est volatile, ce qui était vrai hier ne peut être plus vrai aujourd'hui. Et donc, si on veut être rigide, de nouveau, l'arrière s'affole, stress s'ensuit. Alors que l'acceptation de la volatilité engendre de la sérénité pour pouvoir nuancer. Alors que l'ambiguïté, vous savez, c'est vrai, c'est faux, c'est quoi, etc. Si on veut être simplificateur, rigide, dichotomique, de nouveau, l'arrière s'affole, stress, apaisement, si on nuance. Et la même chose pour l'incertitude. Ce qui veut engendrer, alors là je parle uniquement des situations complexes et nouvelles, il est très important de savoir faire cette bascule. Pour tout ce qui est automatique et naturel, s'arrêter au feu rouge, c'est surtout pas la peine de passer en mode adaptatif. Hein. Ne soyez jamais curieux devant un feu rouge, c'est plutôt mortel. Donc, c'est pas l'un qui est bon et l'autre qui est mauvais, tout dépend des situations. Et c'est pour cela que je vais vous faire découvrir le mécanisme qui est là derrière et qui nous fait prendre des décisions. Alors, lorsque la situation est complexe et qu'on prend une décision avec le mode mental automatique, il va y avoir du stress. Si on le fait avec son intelligence adaptative, on va être serein. Et donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est un mixte des deux qui est nécessaire. Alors, comment tout ça s'explique? Eh bien, et c'est ce que vous venez de découvrir, lorsque le stress s'installe, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas eu une bascule mentale. On est resté à l'arrière avec ses croyances, ses certitudes, et c'est là que le stress s'installe. Le stress, expliquons-le en 2 mots, car on en parle beaucoup, très peu, vraiment le découvre de façon simple et compréhensible. Nous avons 2 types de stress. Il y en a un qui est le stress physiologique. Heureusement qu'il existe. C'est le stress qui est provoqué lorsque notre vie est en danger. Vous traversez la rue, vous êtes un peu dans un rêve et en dernière minute, vous voyez une voiture arriver à toute allure. Là, il est intéressant d'avoir un stress parce que le danger est réel et là, vous aurez ce qu'on appelle un stress de fuite. Pour échapper à la mort, vous allez courir. Okay? Donc, ce stress physiologique, il est inclus en nous-mêmes, il est inné à la naissance, en tout cas par le développement de la conscience, et donc il nous permet de sauver notre vie. Donc ce stress physiologique, il est très important, il nous évite comme danger, le danger de mourir, le danger d'agression physiologique. Mais, ces temps sont malgré tout révolus par rapport à il y a quelques milliers d'années où on pouvait avoir un mammouth à la sortie de sa grotte. Aujourd'hui, si nous stressons, c'est bien plus souvent ce qu'on appellerait un stress psychosocial. C'est-à-dire que le danger n'est plus un danger de mort, au contraire. Et on voit que la fuite, c'est plutôt, alors on va parler de ces 3 émotions de stress, la gêne, l'anxiété, j'ai peur, j'angoisse, je me fais un film dans ma tête de ce qui va se passer, qui n'est pas encore réel, mais je suis dans la fuite. L'énervement, l'agacement, la colère, l'agressivité. On va parler de stress de lutte.
Et le découragement, la vision négative, le non-désir, c'est plutôt un stress d'inhibition. Donc, ces trois familles d'émotions engendrent du stress, c'est du stress, mais le danger n'est plus du tout physiologique. Et c'est là que c'est intéressant de comprendre, c'est que ce danger-là, il est beaucoup plus un danger de la façon de penser, de réfléchir. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'a pas fait la bascule mentale. C'est pourquoi, prenons, et ça c'est une leçon très intéressante à appliquer dans sa vie de tous les jours. Le stress, en fait, est un signal que notre cerveau nous donne à nous-mêmes. C'est un signal d'alarme qui nous indique, tiens, Pierre, Jacques, Paul, à ce moment-là, lorsque tu stresses, c'est que tu restes dans ton mode arrière et tu devrais faire la bascule vers l'avant. Donc, il nous rappelle que nous devons recruter le mode avant, le mode mental adaptatif. Et c'est comme cela qu'on va déstresser, qu'on va trouver des solutions. Parce que lorsqu'on est en stress, et là je vous le dis déjà maintenant, lorsque nous stressons, le cortex préfrontal, l'avant du cerveau, le mode mental automatique est complètement inhibé. Il ne réagit plus. Tout se passe à l'arrière. Tout s'affole à l'arrière. Et donc, si je vous parle aujourd'hui ainsi, c'est pour que nous apprenions tous à basculer de façon plus aisément. On le fait des centaines de fois par jour, chacun de nous. Mais chacun de nous est programmé un peu différent dans son mode arrière, parce qu'on a des aversions, on a ceci, on a une histoire derrière nous. Et il y a des moments où on ne bascule pas. On ne bascule pas. Et je vais vous donner un exercice tout à l'heure pour le montrer, mais commençons peut-être par un premier exercice. Et je vais vous demander à chacun, ça va durer 1 minute ou 2, de penser à une situation. Alors j'en explique une. Mon fils, il n'est jamais prêt pour partir à l'école. Et ça m'énerve, ça me met en colère. Je suis agressif tous les jours. Bon, voilà une émotion, parce que moi, et la pensée qu'il y a derrière, c'est là au-dessus, la lenteur. Mon fils, il est lent, il met un temps fou à s'habiller, à manger, il est toujours en retard pour partir à l'école. Et moi, ça m'énerve. Donc, moi, j'ai un stress de colère, d'agressivité, à cause de quoi? La source de mon énervement, c'est quoi? Mais il faut chercher dans nos pensées, c'est une aversion à la lenteur. Moi, j'aime bien ce qui est rapide, efficace, voilà. Et je peux aussi, devant cette même situation, être très gêné, angoissé. Mon fils, il n'est jamais prêt pour partir à l'école. Et on va arriver en retard, etc. Et donc, je me fais déjà le film du retard, de la remarque du préfet du collège. Il est irrespectueux d'arriver en retard. Donc, une même situation peut provoquer des émotions très différentes, avec une pensée qui est derrière, qui est aussi différente. Ou alors, je suis complètement démotivé, quoi. Ça fait 5 ans qu'il est toujours en retard. Bon, on n'en fera rien de ce gamin-là, hein. C'est un irresponsable, et donc j'ai baissé les bras, je suis démotivé. Et ce que je vous demande à vous, pensez à une situation simple, régulière, qui se passe, que ce soit au boulot, chez vous, à la maison. Pensez à une situation qui crée un de vos stress. Donc vous prenez un mot qui vous intéresse là-dedans, et essayez de voir la racine de votre stress. La racine, ce sont nos pensées, nos aversions. Alors, ça peut être l'irrespect, la lenteur, l'irresponsabilité, ça peut être l'injustice, le mensonge, l'inefficacité, le désordre, etc., etc. Il y a 250 mots qui sont là derrière. Donc, je vous demande de penser à une situation, voilà, rapide, quelle émotion, quelle pensée qu'il y a derrière, et puis je vous donne 1 minute. Essayez de trouver, alors là c'est la gageure, essayez de changer de mode mental et de trouver 2 ou 3 ou 4 avantages que vous pourriez tirer de cette situation. Un exemple, mon fils, ça m'énerve, il est toujours très lent, ça m'énerve depuis des années et au fond, il prend du temps pour s'habiller mais il est toujours très coquet. Ah, c'est chouette ça. Il prend du temps pour manger, c'est bon pour sa digestion. Et donc, je suis en train de changer mon regard sur la situation. Je vais vous donner 1 minute de réflexion.
pour essayer de trouver 2-3 avantages. Vous allez voir ce qui va se passer dans votre cerveau et je vous l'expliquerai. Et oui, je vous fais travailler. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle la pédagogie inversée. C'est en travaillant les choses qu'on va les retenir. Bon, on n'a pas l'occasion de se parler, mais voilà. Prenez une situation, ça peut être n'importe quoi, au boulot. C'est quoi l'émotion, la pensée qu'il y a derrière, c'est quoi les avantages? Ça peut être farfelu. Qu'en penserait un migrant au milieu de la Méditerranée? Voilà, de votre idée là. Ah, ça change la façon de voir. Qu'est-ce que vous penserez de cette situation dans 10 ans? Voilà, ça vous permet de prendre du recul. Ok? Bon. Ah, je vous fais bosser là. Hein. Je vous fais bosser. Mais vous allez voir. Et si vous n'avez pas terminé, c'est pas grave. Vous continuerez l'exercice par après. C'est un exercice très puissant dont je vais vous donner tout à l'heure la trame. La trame. Donc, j'ai envie de vous... Peut-être que vous pouvez répondre sur le chat, de dire, tiens, voilà, c'est chouette. Et ma question maintenant, c'est de savoir, après que vous ayez trouvé 1, 2 ou 3 avantages, je vous pose la question suivante. Repensez à la situation. Mon fils n'est jamais prêt, ou ceci ou cela. Repensez à la situation maintenant. Comment vous sentez-vous maintenant? Mieux? Plus dégagé? Ce sera vrai pour la plupart d'entre vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez, en trouvant des avantages, je vous ai obligé de faire une bascule mentale vers l'avant, et donc l'avant du cerveau, le néocortex préfrontal, il a commencé à être curieux, à trouver des nuances, etc. Et ça vous a apaisé. Certains pourraient me dire, tiens, ça m'énerve encore plus. Alors je vais vous dire pourquoi. C'est parce que ceux-là cherchent la solution. Eh bien, ce n'est pas la solution qu'il faut chercher. C'est d'abord le changement de regard. Et c'est en changeant le regard sur la chose que la solution viendra par après. Peut-être rapidement, peut-être dans 1 jour ou 2 jours. Ce n'est pas important. C'est le mécanisme, la transformation de votre cerveau qui permet par après d'être serein. Et c'est la sérénité qui va vous donner réellement les outils. Et voilà que je vais vous expliquer un peu tout ce qu'il y a là derrière. Donc, c'est le fameux triangle émotion, pensée, comportement. Nous sommes tous placés devant 5-6 000 situations par jour. Lorsque nous avons une émotion de stress, de fuite, de lutte, d'inhibition, d'énervement, de peur, d'angoisse, de laisser tomber, je vous rappelle que c'est un signal d'alarme que notre cerveau nous donne à nous-mêmes pour nous dire « Hé là, Pierre, il faut peut-être changer de mode mental, il faut regarder les choses autrement, nuance, réfléchis, pense, etc. » Donc, comment faire de notre stress? On est tous stressés tous les jours à certains moments de notre journée pour une raison ou une autre qui est différente d'une personne à l'autre. Lorsque nous sommes stressés, essayons de chercher à comprendre son origine. Et son origine, comme je l'ai dit tout à l'heure, les origines sont dans nos pensées, dans nos croyances, dans nos idées instables, incohérentes, inadaptées à la situation, provoquées par des croyances, des rigidités, des aversions. C'est ce qui engendre ce qu'on appelle, nous, la stressabilité. Je peux, par exemple, moi, être très stressé dans une réunion si quelqu'un arrive en retard. Voilà, moi, ça m'énerve de voir les gens qui arrivent en retard. Et mon voisin de gauche, qui est mon collaborateur, il est super zen par rapport à ça. Super zen. Ok, il arrive en retard. Et moi qui suis énervé, qu'est-ce que je suis en train de dire? Oh, ben il n'est pas là, attends, on ne peut pas commencer la réunion. Et on attend, et on attend, et on attend, et on perd tous du temps. Et mon voisin, il va me donner un conseil. Il va me dire, Pierre, mais commence la réunion à l'heure. Mais je vais lui répondre, c'est pas possible, il va rien comprendre. Mais commence-la à l'heure, tu vas voir, la semaine prochaine, il viendra à 9h15, puis 9h10, puis 9h05, puis 9h.
il va changer ses comportements si nous faisons ce qu'on a dit. Et moi, je ne le comprends pas. Et en un mot, moi, je suis stressable par rapport au retard. Et lui, pas du tout. Et ça donne quoi? Ça donne cette formule-ci. L'équation du stress. Le stress, et je vous le rappelle, est un inhibiteur de notre intelligence adaptative. Ça veut dire quoi? C'est que lorsque nous stressons, nous sommes complètement scotchés à l'arrière du cerveau en train de mouliner nos pensées, nos croyances, nos certitudes. Et là, on ne passe pas à l'avant pour prendre du recul, pour nuancer, pour voir les choses autrement, pour être curieux, etc. Et donc, cette formule l'exprime bien. Le stress dépend de 3 facteurs. Le stresseur, dans le cas que je viens de vous dire, c'est mon collaborateur qui arrive toujours en retard à mes réunions. C'est la cause externe. Donc, lui est un stresseur, par exemple, de 50. Mais moi, je suis stressable. C'est ma cause interne. Je suis stressable par rapport au retard. Et là, j'ai un coefficient de 80. Alors, 80 fois 50, ben, ça fait quand même 4000 stress en moi. Alors que mon voisin, le stresseur reste toujours 50, fois 0, ça fait 0. Donc, qui de moi ou de mon collaborateur à côté va savoir gérer intelligemment la situation? Mais c'est sûrement pas moi. Alors que si j'écoutais bien ses conseils, ce serait résolu en 2 ou 3 semaines. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que je vous demande à tous, à partir de maintenant, si c'est possible pour vous, au cours de vos journées, prenez un petit carnet, essayez de noter chaque jour les situations où vous vous êtes énervé, les situations où vous avez eu peur. Et en notant ça, 2 ou 3 par jour, le soir, vous essayez de découvrir c'est quoi la raison qu'il y a derrière, c'est quoi la croyance qu'il y a derrière. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, nos causes de stressabilité, alors, il y en a des centaines. J'en ai pris que quelques-unes pour vous montrer un exemple. Et peut-être pour parler de ça, nous avons tous des valeurs dans la vie. Très bien, hein, on aime le respect, l'efficacité, peu importe. On en a tous différents d'une personne à l'autre. On a des valeurs. Mais ces valeurs, moi je vais vous dire une chose, ces valeurs n'ont vraiment de valeur que si on sait gérer l'aversion qui y correspond. Je m'explique. Je rencontre quelqu'un qui dit « Moi, j'aime le respect. Ah, le respect, c'est une valeur fondamentale pour moi. » Et si je lui pose la question « Que faites-vous quand il y a de l'irrespect ?»« Ah, alors là, je me fâche, etc. » Et à ce moment-là, je lui dis « Mais c'est là que vous devenez irrespectueux. » Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nos aversions, en fait, plombent nos valeurs. Nos aversions vont provoquer du stress, soit de fuite, je vais m'enfuir, je ne vais pas rentrer dans le débat, soit de colère, soit d'inhibition, de non-action. Donc, nous ne devons pas tellement travailler sur nos valeurs, nous devons travailler sur nos aversions pour les rendre inefficaces et pour permettre à nos valeurs de prendre toute leur valeur. Alors, ça veut dire quoi? Prenons un exemple. Voilà. Et ça, c'est un outil que je vous donne, donc vous pourrez le faire chez vous autant de fois que vous voulez. C'est un outil excessivement puissant pour déconstruire des croyances, des certitudes que nous avons chacun en nous et qui nous plombent, qui vont faire en sorte que nous allons stresser en croyant qu'on a raison, en plus, en croyant qu'on a raison. Alors, donc, comment utiliser cet outil? Par exemple, on va le faire avec l'exemple qui va suivre. Voilà, on va le faire avec l'exemple qui va suivre. L'exemple qui va suivre, c'est « j'aime le respect et j'ai horreur de l'irrespect ». Ok, et ça peut être ordre, désordre, ça peut être efficacité, inefficacité, rapidité, lenteur, peu importe. Vous mettez à gauche, donc vous mettez votre valeur d'un côté et l'antivaleur de l'autre côté. Et l'exercice que vous allez pouvoir faire chez vous, ça prend 50 minutes le premier jour. La 8e fois que vous faites ça sur une autre valeur ou une antivaleur, vous allez prendre 15 minutes. Tellement
ces exercices permettent, par la neuroplasticité du cerveau, de commencer à rendre très fluides vos circuits neuronaux. Donc, comment fait-on? Moi, j'aime le respect. Quels sont les avantages? Et je commence par remplir 15 avantages. Là, j'en ai mis que 4. Le respect, ça entraîne de l'harmonie. Ça permet de l'attention aux autres. Le respect, c'est aussi d'avoir de l'ordre, des bons rapports humains. Et je continue la liste jusqu'à 15. En principe, pour celui qui aime le respect, ça doit être très simple à remplir. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'arrière de son cerveau, de ses certitudes, de ses croyances. Et puis, en 2, on va tout à fait à l'extrême. Quels sont les inconvénients de l'irrespect? L'irrespect s'entraîne de la vulgarité, le désordre, de l'anarchie, de la saleté, etc., etc. Très facile à remplir, on est d'accord. Parce que là, c'est l'arrière du cerveau qui se colle sur notre papier. Et c'est là que je vous demande de faire un autre effort. De trouver, par exemple, 15 inconvénients au respect. Et pour trouver 15 inconvénients au respect, eh bien, vous devez pousser le respect à son maximum. Imaginez le respect dans toute sa force, dans toute sa vigueur. Et ça peut entraîner de la soumission. On peut être très mouton en respectant les choses. Ça a fait des millions de morts en 40-45. On a suivi les ordres. Le trop de respect n'entraîne peut-être pas de créativité. Du respect poussé à l'extrême, ça peut entraîner beaucoup de problèmes. Et puis, une fois que vous avez trouvé 15, vous allez dans l'autre colonne, la numéro 4. Quels sont les avantages de l'irrespect? Eh bien, parfois, ça permet de la créativité. La fameuse désobéissance civique qui permet de sauver des vies. Voilà, là aussi, l'irrespect peut parfois être plus que salvateur. Savoir dire non, au lieu de dire tout le temps oui, etc., etc. Lorsque vous faites cet exercice, que ce soit ordre, désordre, etc., etc., c'est un exercice d'ailleurs que je fais avec bon nombre de grands chefs d'entreprise, et après 1 heure, je les fais travailler là-dessus, ils se disent « Waouh, qu'est-ce que je me plante lorsque je m'énerve là, etc. » et ils changent de regard. Alors, la leçon, donc, après, ce que je vous demande de faire, c'est de dire, tiens, qu'est-ce que j'en ai appris? Et en faisant cet exercice, vous prenez du recul, vous voyez les choses différemment. C'est pas pour ça que l'irrespect est une valeur ou que le respect est une valeur ou une anti-valeur. C'est comme le yin et le yang. Il y a du positif et du négatif en toutes choses. L'important de faire cet exercice, c'est de pouvoir ensuite gérer l'irrespect. Si vous aimez le respect, que vous ne savez pas gérer l'irrespect, vous devenez vous-même irrespectueux. Donc, la force de cet exercice est vraiment, je vous convie à le faire, prenez 1 heure pour le faire. Vous allez rapidement pouvoir comprendre les effets que ça fait sur votre façon de voir les choses. Et pour terminer tout cela, je vais vous expliquer ce qu'est l'avant et l'arrière du cerveau. Donc, l'arrière du cerveau, c'est ce qu'on va appeler du contenu. Nous avons du contenu, des savoirs, des savoir-faire, des connaissances, des compétences. Tout ça, ça nous enrichit. Et on peut les développer pas à l'infini, mais chacun peut développer ses connaissances et ses savoirs, et ça nous est très utile. C'est ce qu'on appelle le contenu, et plus on peut l'enrichir, tant mieux. L'avant du cerveau, c'est ce qu'on va appeler le contenant. Le contenant, c'est l'état d'esprit, notre attitude. Autant le contenu forme des compétences, autant le développement du cortex préfrontal, de l'avant du cerveau, va nous donner des métacompétences. Et dans un monde qui change, dans un monde qui évolue très très vite, nous devons pouvoir nous adapter, pouvoir saisir les choses, rester serein. Et pour cela, il faut une forme de, je dirais, de créativité, de communication intérieure, mais surtout de sérénité. Et cette sérénité ne peut s'installer que si notre cortex préfrontal est libre de pouvoir agencer les choses. Et lorsque
nous sommes bloqués dans des croyances à l'arrière du cerveau, des conditionnements, des préjugés, le stress va s'installer. Et le stress, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre toute la place de notre cerveau arrière et l'avant du cerveau va être inhibé. Et donc, ces talents-là, on ne va pas pouvoir les développer. Et j'ai envie de vous le montrer vraiment avec une bouteille. Alors, donc, je vous demande de regarder cette bouteille. Est-ce que vous la voyez? OK? Alors, cette bouteille, c'est un contenant. C'est comme notre cerveau. Notre cerveau, il a du contenu à l'arrière et à l'avant, le cortex préfrontal n'est pas là pour stocker des connaissances et des savoirs. Il n'est là que pour aller pointer, prendre des choses à gauche et à droite dans nos connaissances, dans nos savoirs, pour créer des solutions. Lorsque, dans notre contenu, dans l'arrière de notre cerveau, nous avons des croyances, des idées, des préjugés. En fait, que se passe-t-il lorsqu'une situation se présente et qui touche une de ces antivaleurs? C'est là que nous allons stresser. Stresser. Et lorsque nous stressons, alors là, je vais devoir faire. Lorsque nous stressons, on se rend compte que le contenu prend toute la place dans le cerveau. Toute la place dans le cerveau et qu'il nous reste très peu de capacité de réfléchir, de nous adapter à la situation. Donc, lorsque nous sommes stressés, on n'est pas bien là, on n'est pas bien. Le bien-être, il n'existe plus là. Et il est indispensable à ce moment-là de basculer, de changer de regard. Et c'est là que, très simplement, alors là je suis un peu handicapé, mais ça va venir, c'est là qu'il faut redonner du souffle à la vie. Pour redonner à notre cortex préfrontal les capacités de gérer la situation. Et c'est ce que je voulais vous dire, et je sais que Tanguy a une envie folle de vous faire parler de son expérience, parce que je lui ai expliqué comment il fallait travailler, et je lui donne la parole. Ah ben, merci Pierre, effectivement. Moi, j'ai adoré cette présentation. Et puis, donc, pour revenir sur le lien qu'on avait fait entre le télétravail et donc ta présentation, je me suis dit, effectivement, analysons cette situation de télétravail et avec ce que tu nous as expliqué. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai essayé tout simplement en relisant des articles de journaux, en écoutant autour de moi, et j'ai fait une liste de ce que les gens ont aimé au télétravail et j'ai fait une liste de ce que les gens n'ont pas aimé au télétravail. Et donc, très rapidement, je le parcours avec vous. En avantage, on en trouve très facilement au télétravail. La première, naturellement, c'est qu'on a une flexibilité entre la vie privée et la vie professionnelle. On a des horaires de travail peut-être plus flexibles. On peut peut-être commencer un peu avant et terminer un peu plus tard. Ça ne change pas la donne. Au moins, on fait le travail comme on le sent. On n'a plus ces fameux trajets domicile-lieu de travail, donc un gain de temps énorme, on n'a pas ce stress du trafic, on a l'avantage écologique, on ne pollue pas, on ne prend pas la voiture, etc. On est bien plus autonome quand on fait du télétravail, on est plutôt individuel, ça peut être intéressant parce que justement on est plutôt individualiste, on a la liberté d'organiser sa journée, liberté de faire pas mal de choses en même temps, le travail chez soi. Ben, c'est vrai que je travaille chez moi, donc mon intérieur de chez moi, il est à mon goût. La déco intérieure, elle est à mon goût, donc je me sens bien déjà parce que je suis dans mon lieu à moi, c'est moi qui l'ai mis à mon goût. Plus de liberté concernant l'organisation de sa journée de travail, on en revient. Moins des réunionites, on en a marre de des réunions tout le temps au bureau. Ben là, au moins, je suis chez moi, j'ai pas tout le monde, autant de réunions, donc top. La visioconférence, on peut le prendre en avantage. On se dit, ben voilà, si j'ai maintenant des réunions à faire ou des visites commerciales à faire, ben je suis quand même bien plus rapide à faire en visioconférence que de prendre ma voiture, faire 100 km, faire la réunion, revenir, le risque d'accident sur la cour de la route. Donc plein de choses. Donc la visioconférence peut être un avantage. Et puis bien entendu, c'est un peu le but du télétravail sur la période de confinement, c'est qu'on n'a pas ou beaucoup moins le risque d'être infecté par ce fameux virus.
Par contre, je prends tout ce que j'ai appris de Pierre Morkens et je me dis maintenant, je vais faire la liste de ce qui peut stresser les gens au télétravail. Et je vous ai dit en introduction, il y en a quand même beaucoup qui ont été stressés par ce télétravail. Et donc, je fais une petite liste, encore une fois, elle n'est pas exhaustive, des inconvénients du télétravail. Par exemple, je dois cohabiter ma vie privée avec ma vie professionnelle. C'est pas toujours facile. On n'a peut-être pas un lieu dédié pour travailler à la maison. Donc, on n'a pas été préparé à avoir un lieu dédié à la maison. J'en prends un autre, on a peut-être moins de moments de déconnexion travail. Comme on est à la maison et qu'on est connecté via son ordinateur et qu'on a les visioconférences à notre portée, peut-être qu'on ne se déconnecte plus du tout et qu'on commence, ça a été démontré aussi par des études, c'est qu'on travaille des plus longues journées en télétravail que ce qu'on travaille au bureau. La même chose, c'est que comme on est à la maison, on a moins cette distinction de quand est-ce que je commence à travailler, quand est-ce que je termine à travailler. Si j'ai terminé de travailler et qu'on m'appelle encore ou qu'on m'envoie encore un mail, j'ai plus tendance à retourner à mon ordinateur puisqu'il est quand même tout près de chez moi, alors que quand je suis au bureau, quand je rentre à la maison, j'ai plus mon ordinateur, je ne répondrai pas. Donc on n'a plus cette distinction claire entre le début de travail et la fin de travail. On a donc le risque d'avoir des journées de travail plus longues, et c'est ce qui a été avéré lors du confinement. On a moins de repères dans la journée, c'est-à-dire qu'on n'a pas le rythme. Je vais manger à quelle heure? Je vais manger à midi et demi, à 13h, à 13h30. À quelle heure est-ce que je vais manger? Et donc, mon rythme est un peu perturbé. D'habitude, je fais une pause café avec mes collègues à 10h du matin. Mais là, j'ai plus ma pause habituelle. Donc, est-ce que j'ai travaillé d'un train de 8h à midi et je me rencontre à midi? Zut, je n'ai même pas fait une pause ce matin. Donc, on a un peu des pertes de rituels qu'on avait peut-être au bureau. Je continue doucement. Contrôle excessif de son hiérarchie. Effectivement, quelqu'un qui est en télétravail, surtout dans la mentalité française, là je parle plutôt pour le public français, c'est pas très développé le télétravail en France. Et donc, est-ce que du coup, les managers ont un peu été dubitatifs face à attends, qu'est-ce qu'ils font là, chez eux à la maison? Est-ce qu'ils travaillent? Je vais l'appeler, je vais lui envoyer un mail. Et donc, il y a peut-être un contrôle excessif de son hiérarchie. Donc là aussi, il y a une organisation à faire au sein des sociétés sur si on doit continuer le télétravail, comment on va faire. Il y a par contre aussi le sentiment d'isolement. Des gens qui aimaient beaucoup aller au travail et qui se disent je me retrouve chez moi. Mon mari ou ma femme travaille, elle par contre, encore à distance, donc elle n'est pas à la maison, je me retrouve seul à la maison. Alors, donc on peut avoir ce sentiment d'isolement. On a cette absence d'ambiance bureau. Alors, moi j'aimais bien aller au bureau, on avait une super ambiance avec les collègues, on se marrait bien. Et en plus, quand j'avais un problème, je pouvais vraiment me confier et ils me trouvaient la solution. Donc il y a cette absence de collégialité, l'absence d'entraide des collègues. Et donc, petit à petit, cet isolement peut commencer à avoir des pertes de confiance de la personne, risque de sentiment d'abandon, j'y reviens sur le work and move tout à l'heure, risque de sentiment d'abandon pour ceux qui manquent de confiance en soi. Il manque donc ce collectif. Il y a aussi sur l'inégalité, écoute, lui il a droit à faire du télétravail parce que sa fonction le permet, mais moi ma fonction ne me le permet pas, on me demande de venir travailler au bureau, j'aimerais bien moi aussi faire du télétravail. Donc il y a aussi toute une question d'organisation au sein des entreprises à prendre en compte les nécessités de nouvelles règles, qui est-ce qui va pouvoir faire du télétravail et combien de temps, donc il faut mettre un cadre légal à tout ça, combien de jours par semaine, etc. Après, il y a le fameux trouble musculo-squelettique. Je travaille à la maison, mais je n'ai pas l'équipement adapté, donc je me retrouve à avoir mal un petit peu à gauche, un petit peu à droite. J'ai pas le fauteuil de bureau que j'ai au bureau, j'ai pas mes accessoires du bureau, je peux aller plus loin, j'ai pas un lieu dédié chez soi, ça on l'a déjà parlé, j'ai pas d'imprimante, j'ai pas de scanner chez moi, je dois envoyer des documents, comment je fais, donc il y a le stress qui monte. Je n'ai pas de fourniture de bureau, j'ai pas assez de classeurs, c'est un peu le bordel sur mon bureau parce que les classeurs sont au bureau et moi mon bureau ici à la maison, je suis pas ordonné, je ne retrouve pas mes papiers, je ne retrouve pas mes documents. Et donc voilà, donc plein de choses comme ça. Il y en a encore deux que j'avais listées, c'est le moins de créativité de groupe. Alors aujourd'hui, ouais, c'est vrai que quand j'avais mon collègue, il pouvait effectivement me donner des nouvelles idées sur lesquelles je pouvais rebondir. C'est vrai que quand je suis à la maison, c'est beaucoup plus compliqué, donc on poser vite une petite question à son collègue. Et puis la visioconférence peut être un avantage, mais la visioconférence peut être source de stress, c'est-à-dire qu'elles sont fatigantes, ça demande plus de concentration. Il suffit qu'on n'a pas une bonne connexion Internet, qu'on comprend à moitié la réunion, ça stresse encore de plus, on a une mauvaise image, on a un mauvais son, on s'entend blanc double, donc ça stresse beaucoup. Et je reprends donc ce que j'ai entendu de Pierre, et je me dis, bon, sur quelle zone est-ce que Baker et Elkhuizen peut déjà vous aider? Et là, il y a le premier cercle bleu qui est apparu, avec l'icône Work and Move à droite, c'est que sur ce manque de distinction claire entre le début de travail, la fin de travail et un outil pour rythmer votre journée, Baker et Elkhuizen, il l'a. C'est un logiciel qui s'appelle Work and Move. Et en très très bref, que fait Work and Move?
Work and Move détecte le moment où vous vous mettez à travailler sur votre ordinateur. Dès que vous touchez vous saisissez une touche de clavier ou que vous bougez ou vous cliquez sur votre souris, le logiciel prend en compte, ça y est, il s'est mis au travail. Et le logiciel va avoir comme objectif de vous rythmer votre journée et de vous proposer, par des fenêtres pop-up qui vont apparaître sur l'écran, de vous proposer régulièrement des pauses. Des pauses qui doivent vous inciter à pas juste ne rien faire, mais qui doivent vous inciter à prendre conscience que ça fait un petit moment que vous êtes en train de travailler, que votre cerveau est en train de fatiguer et qu'il serait bien aussi de faire une petite activité physique, parce qu'on sait que rester assis du matin au soir, c'est très nocif aussi, et ça peut aussi engendrer du stress. Donc ce Work and Move, ce logiciel Work and Move, va vous faire prendre conscience, ah oui, il faut que je me lève, il faut que j'aille me prendre un verre d'eau, il faut que je fasse un appel téléphonique et je vais le faire debout, comme ça au moins je me fais ma petite activité physique. Donc voilà, sur le Work and Move, petit mot, c'est que vous pouvez tester ce logiciel gratuitement. Si vous allez sur notre site Becquerel Cuisine, vous allez voir que vous avez un essai gratuit de 30 jours. Je vous invite tous à essayer ce logiciel et de m'en faire part de ce que vous en avez pensé. Si je prends le deuxième petit cercle, sur les fameux postes de travail inadaptés à la maison, ben, là je viens au cœur du sujet de ce que fait Becquerel Cuisine, c'est ce que je vous ai dit en introduction aussi. Nous sommes spécialistes en accessoires ergonomiques, on fait ça depuis 25 ans. Et donc, on a bien entendu une panoplie d'accessoires ergonomiques qu'on peut mettre en place dans un poste de travail au bureau, mais on a toutes les solutions aussi pour pouvoir équiper, ergonomiquement parlant, les personnes qui font du télétravail. Et là aussi, on peut même vous accompagner dans des formations, dans des prises de conscience de qu'est-ce qu'il faut avoir pour être ergonomiquement bien installé chez soi. Et on a plein de catégories de produits, et pour chaque catégorie de produits, on peut faire l'explication, de dire, bah, écoutez, pour un clavier compact, en quoi est-ce qu'un clavier compact est ergonomique? Une souris verticale ou une souris centrale, en quoi est-ce que c'est ergonomique? Un rehausseur d'ordinateur portable, en quoi est-ce qu'on a besoin d'un rehausseur d'ordinateur portable? Donc là, c'est toute une connaissance de 25 ans, donc là aussi, bien entendu, on peut vous accompagner. Donc voilà, donc ça c'est en bref un petit peu ce que Becquerel Cuisine, quand on le prend dans le télétravail, ce qu'on peut vous apporter. On peut donc commencer à effacer quelques sources de stress, pas tous bien entendu, on ne peut pas tout répondre, mais en tous les cas on a quelques outils et quelques accessoires à vous proposer. Et si je prends, et là Pierre je t'invite à pousser sur le bouton, si je prends les leçons que Pierre nous montre via sa présentation, ben, la leçon apprise ici pour le télétravail c'est quoi? Ben, c'est sur la contrainte de devoir faire du télétravail, je reprends les termes de Pierre, c'est développer sa curiosité. Soyons curieux aux nouvelles technologies qui existent. Il y a plein de startups aussi qui ont des super outils, etc. C'est super intéressant. Donc, soyons curieux aux nouvelles technologies, aux nouvelles possibilités, aux nouvelles façons de travailler pour que justement cette nouveauté, cet inconnu, eh ben, qu'on va, grâce à notre curiosité, on va pouvoir l'aborder de façon plus sereine. Deuxième chose, ça revient aussi dans les slides de Pierre, c'est-à-dire il faut accepter la réalité. Aujourd'hui, on a du mal à le dire, mais je crois que 95% des gens le pensent, c'est qu'on ne reviendra jamais à la situation pré-Covid, à la situation entre guillemets normale. On n'y reviendra pas, ce sera une nouvelle situation normale. Donc, accepter cette réalité de se dire, ben, la situation normale, le bon vieux temps, ben, il faudra quand même s'adapter. Donc, là encore, leçon apprise, acceptons cette réalité-là. Et donc, en acceptant cette réalité-là, intégrons d'autres points de vue, pensons à d'autres façons de faire, optimisons les outils aujourd'hui qui existent et soyons curieux à voir d'autres outils. Conclusion, comme dit Pierre, elle le dit très bien Pierre, nous, êtres humains, nous sommes capables d'identifier les déclencheurs de stress. Donc, si dans cette situation de télétravail, vous avez trouvé du stress, vous avez ressenti du stress, ben vous êtes capable d'identifier ce stress. Et comme dit Pierre, prenez un petit calepin, prenez un petit cahier. Dès que vous sentez monter ce stress de « Ah, ce télétravail, ça me stresse », notez la raison profonde de qu'est-ce qui vous a engendré du stress dans le télétravail, parce qu'on sait que derrière, notre cerveau, lui, est capable de s'adapter. Et donc, ça ne sert à rien de continuer à faire du télétravail sous forme de stress, puisque le cerveau va nous trouver des solutions. Et donc là, Pierre, je t'invite à te pousser une dernière fois, je reprends encore les termes de Pierre, c'est la fameuse bascule, comme dit Pierre. Ce stress, transformons-le, faisons la bascule pour retrouver aussi cette sérénité
Pierre a parlé du bien-être, on parle du bien-être dans la vie globale. Nous, on est plutôt spécialisé dans le bien-être au travail. Ici, on combine un peu les deux parce que le télétravail, c'est je travaille à la maison. Donc, faisons effectivement cette bascule de stress vers sérénité pour un bien-être total et en vie privée et en vie professionnelle. Le mot de la fin, je le garde pour Pierre, et ce n'est même pas un mot de la fin, il va nous gâter. Il nous gâte avec un poème de la fin. Donc, je propose à Annick de passer au slide suivant, ou à Pierre de passer au slide suivant, et je relaisse la parole à Pierre pour le fameux poème de la fin. Voilà, et ce poème a été inspiré précisément en repensant à tout ce que je vous ai dit, et en octobre 2018, je l'ai écrit pour chacun d'entre vous, et ça s'appelle « L'éveil à la vie ». Ami, écoute en toi la richesse de ton moi, car si de nature tu n'es que créature, ta noblesse de cœur te rendra créateur. Ton être inachevé mérite cette destinée, arpentant le chemin pour devenir humain. Libéré des croyances, tu arrêtes ton errance et donnes aux émotions leur signification pour en faire un levier de grande sérénité. Donne à ton préfrontal cette tâche bien peu banale d'assumer ta croissance, d'élargir ta conscience et de nourrir l'envie de faire fleurir la vie. Voilà ce que je voulais vous donner en conclusion à ce besoin d'apprendre à vraiment travailler avec notre façon de basculer, d'arriver à faire ça naturellement de plus en plus. Et c'est un travail de tous les jours, mais qui apporte tellement de sérénité, de bien-être. Et je crois que tout ce qui vient d'être dit, que ce soit par Tanguy ou par moi, c'est vraiment tendre vers le bien-être, qu'il soit au travail ou à la maison. Et je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Ben, merci beaucoup Pierre, merci beaucoup à toutes et à tous. On a encore quelques minutes. Alors là aussi, très bien, dans les ouvrages, L'intelligence du stress par Jacques Fradin. Donc Jacques Fradin qui est à la tête de l'Institut du neurocognitivisme que Pierre a fondé et en est président. Donc l'intelligence du stress, on vous invite à le lire, tout comme tous ces autres ouvrages. Oui, alors je pourrais peut-être... Donc l'intelligence du stress a eu tellement de succès qu'il vient de sortir en poche, donc je crois que c'est pour 9,85 €. Pour ceux qui ont des enfants entre 0 et 10 ans, je vous recommande Parents Zen avec plein d'exercices. Voilà, ce sont des beaux livres qui valent la peine d'être lus. Merci, merci. Donc voilà, je disais, on a encore quelques instants. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser par le chat. Très intéressant, je vous invite à y aller, le neurocognitivisme.com, le savoir-être-école.org, pierremorkens.com. Il y a plein de vidéos, plein d'interventions de Pierre. Elles sont toutes les unes plus intéressantes que les autres, c'est vraiment vrai. Hein. C'est pas parce qu'il est à côté de moi, enfin il n'est pas à côté de moi, pas parce qu'il est virtuellement à côté de moi, mais en tous les cas c'est très très intéressant. J'ai eu le plaisir, moi, d'assister à la séance découverte de l'Institut de neurocognitivisme. C'est 1h30, c'est gratuit, vous vous inscrivez et vous avez pendant 1h30 d'explications encore plus détaillées que ce qu'a fait Pierre aujourd'hui, parce que Pierre a quand même eu le challenge d'essayer de réduire ça en moins d'1 heure, donc bravo Pierre d'avoir réussi à faire ça, d'avoir tenu les délais. Je me tourne vers la technique, vers Benoît. Benoît, est-ce que tu as eu des super questions? Est-ce qu'il faut répondre à l'une d'entre elles ou à plusieurs d'entre elles? Benoît, je te donne la parole, donc si tu peux activer ton micro, on t'écoute. C'est fait. Non, écoute, a priori, on a un chat qui était très enthousiaste par l'intervention de Pierre, avec visiblement quelque chose qui était très très clair, parce que je n'ai pas eu de questions. Bon, maintenant, je sais que vous allez encore rester disponible quelques minutes, donc ce sera peut-être l'occasion. En tout cas, Pierre, plein de félicitations sur ton intervention et la clarté de tes propos. Oui, alors peut-être que je vais poser moi-même une question qui revient souvent, c'est cerveau droit, cerveau gauche. Donc cette connaissance-là, elle est diffusée depuis 40 ans et c'est vrai qu'on a des substrats cérébraux droit et gauche, etc. Mais ce qui est important, c'est l'avant et l'arrière.
Donc ça, c'est vraiment, les dernières recherches montrent très bien, on a un cerveau droit avant, un cerveau droit arrière, et la même chose pour la gauche. Donc, c'est cette notion de bascule qui est importante, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, moi je suis cerveau droit ». Et d'autres disent « Moi je ne suis pas cerveau gauche, je suis cerveau… » Non, c'est l'avant et l'arrière qui est important. Et donc l'arrière étant je dirais, la clé USB de nos connaissances, hein, mais l'avant nous permet précisément d'ouverture d'esprit, etc. Et je crois que c'est très important, parce qu'il y a des gens qui ont des connaissances énormes, mais sont très rigides. Hein, et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus dans le bon sens, ils ont peut-être moins de connaissances, mais ils sont beaucoup plus libres je dirais, de curiosité et d'autres choses. Donc, avant, arrière, plutôt que droit et gauche, voilà. Il y a un proverbe en néerlandais qui dit qu'on regarde la vie à travers des lunettes roses. C'est un petit peu ça aussi, c'est se dire que quand il y a du stress, etc., changez de lunettes, prenez un autre regard à la réalité et regardez à travers les lunettes roses et tout de suite tout va être rose, tout va être beau, tout va être joli. Donc il y a ça aussi. Sinon, il y avait la même chose, c'est dans le cercle des poètes disparus, avec Robin Williams. À un certain moment, Robin Williams, qui est professeur de l'école, de sa classe d'élèves, il se met debout sur la table et il dit « Il faut voir les choses d'autres perspectives, il faut changer la perspective ». Donc il monte sur son bureau et il invite tous les élèves de la classe à faire pareil, à monter sur le bureau et de voir le monde à travers une nouvelle perspective. Et ça rejoint exactement ce que dit Pierre. Oui, c'est une magnifique scène d'ailleurs. Hein, et cet acteur est mort il y a quelques mois d'ailleurs. Hein. Exactement, exactement. Oui. Bon, ben Benoît, si tu me dis qu'il n'y a pas d'autres questions, je tiens encore à remercier Pierre pour l'intervention. Je remercie tous les participants d'avoir participé à cette séance. Donc, comme dit au début, je me répète, on enverra la présentation en mode PDF ou PowerPoint à tout le monde, ainsi que le lien YouTube de l'enregistrement vidéo du webinaire d'aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers Becquerel Cuisine France, Becquerel Cuisine Belgique, vers Pierre pour tout ce qui est neurocognitivisme. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci aussi à tous de ma part. Je ne vous ai pas vu, mais c'est comme si vous étiez en face de moi. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci.